Bienvenue. Oh là 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 là. Ça va bien? Quel plaisir. Moi aussi, je suis très content de te recevoir enfin. Quel plaisir. Inès Benazou, c'est ton vrai nom, t'as 22 ans, t'es suivi par plus de 26 millions d'abonnés sur toutes les plateformes confondues. C'est complètement fou, t'es une des personnes les plus influentes de France. Après 5 mois d'attente, ton documentaire Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest, est sorti ce week-end. D'abord au cinéma et sur YouTube. Il y a plus de 300 000 spectateurs qui ont payé une place pour aller voir un documentaire qui était disponible gratuitement sur YouTube. Comment t'analyses ça ? C'est pas pronosticable en fait. Quand t'annonces ça, tu dis bon les gars, vous pourrez aller au cinéma sur grand écran pour vivre l'expérience avec vos familles, avec vos potes, et ça sortira le lendemain sur YouTube. Jamais j'aurais pensé qu'il y ait 350 000 personnes qui prennent leur place. Et c'est pas qu'en France, c'est ça qui est fou. On a ouvert au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Algérie, à La Réunion, au Canada, et ça m'a touché, ça m'a touché. Documentaire qui a été vu 11 millions de fois en moins de 24 heures sur YouTube. Donc t'as battu un record qui était détenu par PNL avec ODD. Les deux frères. La vie est sacrément bien... Enfin, pas forcément tout le temps bien faite, mais des fois, il y a des choses comme ça que tu comprends pas. Et moi, je me rappelle, j'étais au restaurant avec tous mes potes. J'avais 16 ans, je regardais PNL, je regardais ODD. Ça venait de sortir, ils avaient cassé Internet. Et je me dis, waouh, c'est fou ce qu'ils ont accompli. Et aujourd'hui, hier, je suis à Paris et je regarde... Voilà, je regarde les actus et là je vois ça comme quoi ça a fait le documentaire a super bien marché et les gens ont dit ouais ça a battu PNL. De toute façon on s'en fout de battre qui que ce soit, ouais. Je suis pas dans ça. Mais c'est le fait que eux disent bat les couilles de l'Himalaya. Et en fait le truc c'est que voilà, c'est que 6 ans après bat les couilles de l'Himalaya et cette connexion, moi je trouve ça fou et j'ai toujours été admiratif de leur travail, leur façon de communiquer. Qu'est-ce qui t'ont apporté comme motivation ? Je dirais que j'aime bien leur façon de faire, tu sais, ils restent dans leur coin, en team, en famille. Cet esprit d'équipe qu'il y a chez eux, c'est quelque chose qui me plaît, que j'essaye de, moi aussi, prendre exemple sur, voilà, les belles aventures, elles se font en équipe, elles se font à plusieurs. Et voilà, ils ont la classe, c'est tout. Tu les écoutais quand tu t'entraînais ? Bien sûr, j'écoutais Uranus, Crache tous mes sentiments sur le rocher. Si le rap paye plus, je te dis buona noche. Je l'ai écouté 100 fois pendant que je marchais. J'en ai écouté plein d'autres et non, j'adore leur musique, j'adore ce qui... Ah, la vibe. On se déconnecte, quoi. On est sur notre planète. Et maintenant que tu as atteint le sommet de l'Everest, est-ce que le sommet, c'est quelque chose que tu vises encore ? Est-ce que tu comprends cette phrase « je vise plus le sommet » ? Je vise plus le sommet. Ma vie, c'est viser toujours à être meilleur qu'hier, tu vois. Chaque jour, j'essaie d'être meilleur, petit pas par petit pas, voilà, d'essayer d'apprendre des autres, de développer des nouvelles passions, d'apprendre toujours de nouvelles choses. Alors, le sommet, c'est notre vie, quoi. L'aventure, c'est toute la vie. Le sommet, c'est à la fin, quand on sera plus là. Ouais. Donc, ouais. En fait, le sommet, c'est pas les millions de vues. Non. Les gens ont mal interprété ta définition du sommet. Non, le sommet, c'est la fin de notre vie, c'est qu'est-ce qu'on aura parcouru, quoi. C'est le parcours qu'il faut retenir, c'est la finalité. Et dans le doc de l'Everest, c'est ça qu'on essaie de transmettre aussi. Voilà, on retient pas le sommet de l'Everest. Qui y aura dans ton canapé chez toi quand tu seras vieux, quoi. Avec quelle bande de potes tu seras. C'est ça, en fait. C'est ça qu'on retient, c'est tout le parcours, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, tous les moments de vie qu'on a vécu avec les gens qu'on aime. Et moi, en tout cas, ça m'a permis, en tout cas, cette aventure de l'Everest, de me déconnecter, de me reconnecter aux autres. Tu sais, YouTube, ça tourne souvent autour de toi, tu reprends tous les messages, les gens te posent des questions, tu t'intéresses pas forcément aux autres. Et ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, tu vois, d'essayer de m'intéresser à l'alpinisme, quoi. Comment c'est venu ? Voilà. À quel moment tu te dis, ça va être l'Everest ? C'est fou, c'est fou. Ben moi, tu sais, depuis que je suis tout petit, des fois, tu sais, on était avec les croutons, des fois, on partait dans les Alpes, je disais, ouais, regarde le Mont Blanc, un jour, on le montrera. Ouais, l'Everest, ouais, peut-être. Je sais pas... Tu sais, je trouve que la montagne, c'est quand même une symbolique. C'est quand même un lieu spirituel. J'avais envie de rentrer en contact avec et juste d'essayer de devenir meilleur. C'est ça, Kaizen, quoi. Essayer d'évoluer. Et peut-être que là-bas, j'allais trouver des réponses. Des réponses sur qui je suis, qu'est-ce que c'est le but de la vie. Mais est-ce qu'il fallait forcément aller voir une montagne, même si ça n'aurait pas été plus rapide ? Il n'y a jamais une solution.
à chacun sa solution. Et encore une fois, le message, c'est pas l'Everest, c'est la solution, c'est à chacun son Everest, à chacun sa façon d'essayer de faire les choses. Juste se mettre en mouvement, c'est déjà une ouverture d'esprit. T'as trouvé quelle réponse à quelle question? Moi, j'ai trouvé une réponse à... Pour moi, le bonheur, c'est se mettre en mouvement, c'est découvrir de nouvelles choses, ne pas rester dans sa zone de confort et me dire, bon, bah voilà, moi je fais des vidéos, mais le monde, il tourne pas autour de ça. J'aimerais bien aller découvrir voilà, un dessinateur qui m'explique un peu sa vie, lui, comment il voit les choses, comment dans sa vie ça se passe, aller voir un agriculteur qui me raconte un peu. Et c'est ça, en fait, qui est bon dans la vie. C'est que il y a tellement de personnes différentes, il y a tellement de pays différents, il y a tellement de cultures différentes qu'on apprend des autres. Partout, on apprend des autres. En fait, moi, ce que je retiens de ce documentaire, c'est que tu réalises à quel point, déjà, la vie, c'est court et à quel point c'est précieux. C'est ça, pour moi, ce que ça raconte. J'ai l'impression que toi, tu as une hyper conscience de ça, comme si tu as tout le temps été mis face à la mort, en fait. La vie, elle dure qu'un instant. Alors, faut en profiter pour faire un max de choses qui nous plaisent. Et en tout cas, moi, j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'ont soutenu, d'avoir des amis, d'être bien entouré, d'avoir une équipe qui me soutient. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Tu vois, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément autant de chance dans leur vie, qui n'ont pas des familles qui les soutiennent, qui ont du mal à se faire des amis. Et moi, j'ai eu tout cet alignement qui fait que voilà, j'essaye de vivre un maximum comme je peux le faire. J'essaye de, grâce à ce documentaire et à ce que je fais sur YouTube, de transmettre de l'optimisme dans la vie des gens où c'est pas tout souvent facile. Pendant mon aventure, tu vois, je me suis lancé l'Everest, mais j'ai rencontré tellement de personnes, tu vois, par exemple Alexis Anquincan, qui a gagné une médaille aux JO paralympiques. Il m'a pris avec lui une journée pour m'expliquer un peu sa routine d'entraînement pour les JO. Et c'est fou de se dire que voilà, il lui arrivait un trauma dans sa vie où il a malheureusement plus de jambes, et il s'est relevé et il s'est dit non mais je peux quand même tout donner, je peux quand même le faire. Et aujourd'hui, il court. Quand je courais avec lui, je lui ai dit ça fait quoi d'être handicapé? Il m'a dit je suis pas handicapé, je suis différent. Regarde, je cours plus vite que toi, je cours aussi vite que des marathoniens professionnels. C'est pas un handicap, c'est ma force. Et voilà, c'est fabuleux. Et aussi la santé, faut faire attention à soi. En tout cas, ce qu'il m'a dit, ça m'a beaucoup inspiré. En fait, ce qui me plaît dans ta mentalité, c'est qu'il y a plein de gens qui peuvent dire des choses comme ça, ou partager des phrases comme ça sur les réseaux sans les appliquer. Toi, t'es le mec qui prend tout à la lettre. C'est-à-dire que ces mots, avec toi, tu leur donnes un sens. J'essaye de leur donner un sens. Parce que je me dis, c'est quand on vit les choses qu'on se rend vraiment compte. Tu vois, c'est quand on se met en mouvement, quand on se met dans l'action, qu'on se met vraiment à se poser les bonnes questions. Et bah forcément, on trouve les bonnes réponses. Mais si on reste et on regarde juste et on vit pas de moments avec, par exemple, voilà, Alexis, ce moment que j'ai vécu avec lui, ce moment avec Mathis qui m'a appris l'alpinisme, et ben, on ressent pas à l'intérieur de nous ce que les autres veulent nous transmettre. Il y a eu plein de péripéties et des moments plus ou moins graves. On le voit dans le documentaire. Avant l'Everest, t'es allé à la Madablan. C'est la plus belle montagne du monde. Mais il y a un petit moment où il y a un enchaînement de problèmes. On regarde et on commente. Allez. Covid, et t'assistes à un crash d'hélicoptère. Se réveiller en entendant un gros boum, sortir dehors et voir un crash d'hélicoptère, ça m'a mis le choc. Ça m'a mis le choc et j'ai pris conscience. Déjà, bah, moi j'ai pris l'hélicoptère plusieurs fois, tu sais, pour monter. J'allais le reprendre pour descendre. Alors quand tu vois ça, tu te dis waouh. Surtout que Jordan a eu le Covid aussi et est redescendu en hélicoptère en urgence le jour d'avant. Et quand tu te dis qu'à un jour près, ça aurait pu être lui dans l'hélico, là, tu te dis vraiment, la vie ne tient qu'à un fil. Ben, dans des milieux comme ça... dans quel état d'esprit ça te met quand tu assistes à ça? Ça te met mal, en fait. Tu te dis, la vie, des fois, elle t'envoie des signaux. J'y crois, moi, à ça. À des forces, à l'instinct. Je suis très dans l'instinct, dans les sensations que tu ressens sur le moment. Et là, je sentais des ondes négatives. C'est pareil, des fois, tu es avec des personnes, tu sens du positif, des ondes positives qui te tirent vers le haut. Des fois, je sais pas, t'as ce pressentiment. Tu sens bien ça, hein? J'essaye. Et t'as ce pressentiment. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est fin d'expédition. Je me suis dit, fin d'expédition. Mais finalement, vous arrivez au sommet de la marche. Vraiment, je vais te dire mon ressenti à ce moment-là. Tu sais, quand tu fais jamais de montagne, tu peux pas forcément savoir ce que ça fait, le sentiment d'arriver au sommet. Quand je suis arrivé la première fois au sommet du Mont Blanc,
j'ai pleuré tout seul, en fait. J'ai pleuré tout seul. Il y a une force qui est venue en moi. Et je sais pas, j'ai eu des papillons dans le ventre, j'ai eu une sensation d'accomplissement. Et à chaque montagne que j'ai fait, je ressentais c'est trop bizarre à expliquer. C'est quelque chose que tu ne peux pas ressentir ici. Et que ça soit le Mont Blanc, l'Amada Blanc ou l'Everest, ou tous les petits sommets que j'ai fait, le Cervin, la Dent du Géant, à chaque fois, j'ai eu cette sensation qui te dit, putain, tu regardes derrière et quand t'étais en bas et que tu regardais, tu te dis, non mais c'est pas montable, c'est pas possible. Mais petit pas par petit pas. Petit pas par petit pas, tu te rends compte que quand tu tournes la tête, t'avances. Et ça m'a marqué et je me suis dit, dans ma vie de tous les jours, c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Il faut faire les choses petit à petit, prendre son temps. Et avec ses amis, avec son équipe, il faut embarquer son équipage. Et tu vois, tous les sommets que j'ai pu faire, que ce soit dans les Alpes ou dans l'Himalaya, c'est grâce aux équipes, tu vois, Mathis. Et concrètement, on s'est aussi posé une question à laquelle tu as répondu très vite, c'est comment il fait pipi? Comment on fait pipi? Regarde. Non, pour toi, c'est un luxe d'aller aux toilettes. Bah, en vrai. Tu sais, quand tu vas en expédition et que tu t'es dans les tentes et que tu manges pas ce que tu veux et que tu peux pas te doucher, et que tu peux pas te changer et que t'es pas dans ton confort, j'aime beaucoup ces moments-là. Parce que tu te rends compte aussi de la chance qu'on a, nous, dans les pays occidentaux, dans notre vie aussi, dans nos habitudes. Voilà, qu'on est bien dans notre petit lit, au chaud, qu'on a notre douche. Et prendre ce recul tous les 6 mois, et faire ta petite expédition, et bah, ça te remet aussi en question, ça te fait poser des questions, ça te rappelle la chance que tu as aussi. Mais comme ce problème auquel on pense pas forcément, c'est ça. C'est drôle, ça me dérange pas. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux. T'es bien assis, tout va bien. Je suis bien assis, voilà, tout va bien. Très bien. Mais c'est ça que j'aime bien aussi. C'est que sur YouTube, voilà, quand il y a quelque chose qui va pas, quand ça va bien, on le dit. Quand ça va pas, faut le dire aussi. Et c'est naturel. Et peut-être ça peut détaboutiser. Tu vois, il y a des gens, peut-être, ils ont des tabous avec ce genre de choses-là. Moi... des tabous, des tabourets. Des tabous, des tabourets. Voilà. Ils peuvent pas s'asseoir sur le tabouret. Exactement. Je sais pas, mais au moins, ça peut décompresser. Ça peut permettre aux gens de se... Une autre galère que tu as rencontrée là-bas, quand tu es parti pour l'Everest, c'est... Moi, je ne le savais pas, c'était... Vous êtes fait voler de l'oxygène. Est-ce que tu peux nous expliquer? Et quels sont tous les enjeux derrière, en fait, les conséquences sur une équipe? Quand on part sur une expédition comme celle-ci, voilà, avec toute notre équipe de Sherpas, on se disperse un peu. Voilà. On aura tant d'autres bouteilles d'oxygène pour faire le sommet, on n'en aura pas une de plus, donc il faut les monter un peu en amont, il faut préparer tout ça. Et donc nous, quand on va s'endormir au camp 3 et qu'on se réveille le lendemain et qu'il nous manque 2 bouteilles d'oxygène et qu'on se réveille, on se les fait voler. Alors la raison, ça doit être sûrement parce qu'ils ont tenté le sommet le jour d'avant, il y a eu des gros problèmes de météo. Donc tout le monde est redescendu au camp 3, et bon, peut-être que comme ils n'avaient plus assez d'oxygène, ils ont pris les nôtres pour pouvoir retenter. Mais pour moi, c'est catastrophique d'agir de la sorte. Parce qu'en fait, ils mettent la vie d'autres êtres humains en danger. Bah, ils mettent la vie d'autres êtres humains en danger. Nos bouteilles d'oxygène à cette altitude, bah, c'est notre survie là-haut. En fait, à partir du moment où tu mets l'oxygène sur une ascension, tu pourras plus après monter sans oxygène. Parce que tu seras déréglé, l'acclimatation, elle marchera pas. Si tu veux monter sans oxygène, il faut monter progressivement et vraiment petit à petit, mais il faut pas en mettre. Une fois que tu en mets, tu t'en deviens dépendant. Et voler une bouteille d'oxygène à cette altitude et à ce moment-là, bah ouais, c'est dangereux, c'est inconscient. Et normalement, t'as plus de bouteille, bah faut redescendre, quoi. Parce qu'il y a une zone qui est très bien expliquée dans le documentaire, c'est la zone de la mort. Zone de la mort. C'est quand même déjà, rien que le nom, il est clair. Rien que le nom, il est clair, ouais, à partir de 8000 mètres sur les plus hauts sommets, parce que bon, il y a 14-8000, donc il y en a beaucoup où tu peux être confronté à la zone de la mort. C'est un endroit où voilà, il y a vraiment très peu d'oxygène dans l'air. Je crois que c'est à 20% comparé à ici, tu vois, c'est vraiment très peu. Et donc, tout ton oxygène, il va dans les points vitaux, donc le cerveau, le cœur, les poumons, et il passe pas trop dans les extrémités, donc c'est là où ça devient dangereux et que tu peux avoir On a vu des d'ailleurs engelures. un Sherpa qui a perdu ses doigts. Il y a un Sherpa qui a perdu ses doigts. Il y a aussi une anecdote sur le camp à côté de nous, il y avait un Canadien qui l'a tenté sans oxygène. Malheureusement, il a fait un œdème pulmonaire, il est redescendu, et ils lui ont coupé les doigts de pied, tu vois. Et il parlait français, il était canadien, on l'a vu 3 jours avant. Et tu te dis, non, sans oxygène, c'est très dangereux. Il y en a qui arrivent, et c'est incroyable. Tu vois, Kylian Jornet et David Gottler, ils ont essayé 3 fois avant d'y arriver. Et à la fin, ils l'ont fait. Et c'est le gap entre ceux qui le font sans oxygène et avec oxygène, c'est énorme.
il faut le dire aux gens. L'oxygène, c'est un luxe de pouvoir monter avec de l'oxygène. C'est vraiment... c'est un peu ce petit coup de boost qui facilite l'ascension. Mais il y a pas un moment où tu dis, mais qu'est-ce que je fais dans un endroit qui s'appelle la zone de la mort? En fait, tu es sur une autre planète. Ouais. Quand tu arrives là-haut et tu dis, mais attends, je suis sur une autre planète, c'est lunaire là. On est trop petits. On est des poussières dans ce monde. Tout peut nous arriver. Une avalanche peut se déclencher, un sérac peut tomber. Ça se trouve, mon cerveau, là, il va mal réagir à l'oxygène, à l'altitude et mes poumons, et c'est un œdème. Enfin, il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte, et c'est là où la montagne, c'est ça aussi. C'est dangereux. Il faut prendre du recul, il faut apprendre à la connaître. Et moi, je remercie du fond du cœur Mathis qui m'a... Toutes les ascensions qu'on a fait avant, toutes les ascensions, tous les moments qui m'a appris, où il fallait que je me débrouille, où il fallait que j'apprenne à me sécuriser moi-même, à sécuriser aussi mon équipe parce que c'est important. T'avais un mantra là-bas, une pensée qui te lâchait pas? Un truc que tu te répétais? Faut que j'écoute la montagne, faut que je fasse attention. Sauf qu'à un certain moment, là, c'était plus la montagne le plus grand danger. Le plus grand danger, c'était nous-mêmes. Et moi, j'en faisais partie aussi. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Et c'est aussi le but du documentaire, c'est de montrer ce qui se passe à l'Everest. Et moi, j'en fais partie. Je dis pas, regardez, je ne suis pas parmi ces gens-là. J'y étais aussi. Dans le documentaire, c'est ce qu'on a montré. On a montré la vérité de l'Everest, ce qui se passe aussi au Camp 4 avec tu vois, les personnes qui laissent leurs déchets. On en parlait tout à l'heure, ouais. Voilà, et Mathis, il m'a appris, quand tu vas à la montagne, tu redescends tes déchets, tu montes, et tu laisses la montagne telle qu'elle était avant que tu arrives. Tu priais avant de t'endormir? Non, moi je suis pas spécialement croyant. Donc je crois pas en Dieu, mais je faisais des prières, je dirais, en croyant en cette force qui me disait, voilà, crois en la montagne, crois en la positivité, écoute ton corps, écoute-toi. Et donc je me parlais à moi-même et j'essayais de comprendre l'environnement qui m'entourait. C'est une sorte de spiritualité aussi, tu vois. C'était pas forcément un Dieu, mais c'était plus une force, une énergie. Très émouvante en tout cas. Parce que quand on te parlait, t'es encore très, très, très affecté. Bah moi, tu sais, j'ai toujours été sur les réseaux, j'ai toujours été ultra connecté. Et quand Mathis, il me fait découvrir l'alpinisme, il me fait découvrir la montagne, et que je passe toute une journée sans téléphone, en plein milieu de la nature, avec juste le bruit des oiseaux et Mathis qui m'aide à avancer et à faire des randonnées, bah tu prends vraiment du recul. Et c'est dans ce moment-là où tu t'ennuies, parce que tu t'ennuies de marcher. Enfin, au début, tu t'ennuies, tu marches des heures, tu dis on arrive quand? Et au bout de la 3e rando, tu te dis c'est ça qui est bon en fait. Parce que pendant ce temps-là, tu peux travailler sur toi, tu peux réfléchir, tu peux te poser des questions, tu peux te dire est-ce que je suis un homme bien? Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que je remercie les gens qui m'accompagnent? Est-ce que... Enfin, tu prends du recul, en fait. Tu prends du recul sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu vas faire. C'est ça que la montagne m'a appris aussi. C'est un lieu spirituel, la montagne. J'aimerais juste qu'on regarde un extrait, tout proche du sommet, qui est complètement flippant. Je ne sais même pas comment on se remet de ça. On regarde. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce que ça doit faire partie des choses qui te hanteront toute ta vie. Tu as été face à la mort. Je vais te raconter l'anecdote telle que je l'ai vécue. Et donc on arrive à Hillary Step, je me dis on arrive au sommet, on est sur le sommet sud. Et là, je vois qu'il reste encore de la marge et il y a une queue de malade. Et je m'arrête et là, c'est la première fois que je m'arrête et que Mathis part un peu devant et qu'il y a une distance qui se crée. Et là, j'attends avec Sonam. Je dis Sonam, viens, on attend un peu. Et je me dis, il sent la mort. Je sentais la mort. Je sais pas pourquoi. J'ai vu tout ce monde, j'ai vu... Donc, il n'y a qu'un chemin pour aller au sommet et qu'un chemin pour redescendre. Donc, on ne peut pas tous être clipsés à la corde. Donc, il y a des gens qui se déclipsent de la corde et tu es obligé de te clipser aux gens qui sont clipsés sur la corde. C'est comme si tu avances petit à petit en te clipsant aux harnais des autres. Et si le mec tombe, bah toi, tu tombes et t'es accroché à lui. Moi, ça m'a vraiment traumatisé ce moment-là parce qu'on était vraiment trop nombreux. Et je sentais, comme je t'ai dit tout à l'heure, cet instinct où je me suis dit, ça pue. Mathis, il me regarde, je le regarde. Il me dit, t'inquiète, tu sais faire, t'es entraîné, tu sais passer ces passages techniques, ça va rouler. Je le suis, je l'écoute, je prends du recul, on fait le sommet, etc. On redescend. Et une fois qu'on est redescendu en bas, au camp de base et tout, on apprend que il y a eu cet accident 30 minutes après que nous, on soit descendus. Et là, moi, je me dis, mais c'est fou, parce que c'était au même endroit.
Tu vois, sur un intervalle d'1 heure, je sais pas combien de temps, j'étais à cet endroit-là, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être Sonam, ça aurait pu être un mec de mon équipe. Et ça m'a vraiment marqué ce moment-là, parce que je l'ai senti le danger. J'ai senti le danger, et c'est là où je me suis rendu compte que voilà, sur l'Everest, c'est l'être humain, le danger. Il y avait trop de gens, et la corniche, elle s'est écroulée. Il y a eu 6 alpinistes qui sont tombés. Il y en a 2 qui sont décrochés de la corde, qui sont tombés tout en bas. Et non, c'est pas facile, surtout aussi, tu vois, sur l'extrait que tu as montré, tu vois un alpiniste décédé qui est là depuis 4, 5, 6 ans, tu sais pas combien de temps. T'arrives pas trop à conscientiser, tu te dis, il est dans sa combi, tu vois pas son corps et en combi. C'est fou, quoi. C'est fou et ça m'a marqué, en tout cas. Et c'était important de le montrer dans le doc aussi. Est-ce que ça te hante? Non, je dirais pas que ça me hante. En tout cas, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir sur ce que représentait aussi l'ascension de l'Everest. Et c'est pour ça que ce que je retiens, c'est pas forcément l'Everest de toute cette aventure. C'est toutes les autres montagnes, c'est tous les moments où, tu vois, sur la Mada Blanc, on était en équipe, on était 5 sur la montagne. Et sur les images, on nous voit, on est 5, on est tout seul dans la nature. Il y a personne. Et on monte, quoi. Et quand on est là-haut, c'est fabuleux. C'est 2 ascensions différentes. Je l'ai perçu comme ça. Et l'Everest, c'est aussi un livre d'histoire. Tu sais, j'ai lu un peu des livres sur Maurice Herzog qui avait fait, qui avait fait la première ascension de l'Annapurna. Et à l'époque, c'était des aventuriers qui partaient vers l'inconnu, sans corde fixe, sans oxygène. C'est eux les vrais héros. C'est eux qui nous ont ouvert la voie pour pouvoir vivre ces expériences. Mais il y a une béquille que tu avais. C'était un message audio, une conversation enregistrée avec ton père. Je peux te faire écouter un peu. Tu peux me faire écouter un peu. Je peux te faire écouter un peu. L'audio dure 15 minutes. On va pas écouter 15 minutes tout de suite. Mais on a des petits extraits dans le film et ils sont bouleversants. Et tu sais que ce moment-là, vraiment, j'étais au restaurant avec lui et c'est la première fois qu'il me parle comme ça, d'homme à homme, avec ma mère à côté. Et là, je fais genre, j'envoie un message, j'enregistre parce que je me dis, c'est trop beau ce qu'il me dit, tu vois. Et c'est ça où je suis fier de lui. Parce que t'en as. Il est ce qu'il est, il fait pas ça pour assumer quoi que ce soit. Mais si, tu vois, j'ai pas tout mis, mais... Déjà, il t'a dit qu'il était fier de toi. Mon père m'a dit qu'il était fier de moi, déjà. Alors, ça me fait plaisir, tu vois, parce que... Au début, avec mon père, c'était compliqué. C'était compliqué. Pourquoi c'était compliqué? Et je pense que c'est le cas pour plein de jeunes de mon âge qui peuvent se retrouver dans le discours que je vais raconter. Mais moi, je joue aux jeux vidéo, c'est ma passion. Je suis dans ma chambre toute la nuit, je mange pas avec mes parents, je joue à Minecraft, je joue à Fortnite, je fais des vidéos. Mon père, il comprend pas pourquoi je passe pas du temps avec mes parents. Je suis toujours enfermé. Il dit, il veut pas lâcher son ordinateur là et aller dehors. Il m'a dit, ouais, moi je veux que tu aies 12 de moyenne à l'école, sinon tout ça c'est fini. Donc moi je me suis dit, bon bah c'est ce que je vais faire, parce que j'ai envie de continuer de jouer, j'ai envie de continuer de faire ce qui me plaît. Et il avait du mal à comprendre, c'était beaucoup de rapports de force, de moi j'ai raison, toi t'es un petit gars, t'as rien appris de la vie, t'as rien à me raconter, tu m'écoutes et c'est tout. Et en me lançant plein d'aventures, en essayant d'évoluer année après année, jour après jour, et j'ai évolué mentalement et lui, il a commencé à le comprendre et il a commencé lui aussi à évoluer, à changer de discours, à essayer de s'intéresser. Et là où, avant que j'annonce le projet de l'Everest, il était encore un peu très dans le rapport de force. Voilà, toi, t'as rien connu à la vie, t'as rien à me raconter. Et ce projet, il l'a changé aussi, parce qu'il a découvert mon univers, il a découvert mon milieu, il a découvert que je voulais devenir une meilleure personne, que je voulais aussi transmettre un message à tous les jeunes qui me suivent. Et il a changé. Ça veut dire, mon père, en 3 ans, c'est plus la même personne. Tu avais besoin de sentir l'amour dans ses yeux. Et ouais, j'ai toujours voulu lui prouver que c'est possible de croire en soi, de pas forcément... Tu vois, si je l'écoutais, j'arrêtais tout. Et de me dire, je vais te montrer, papa, et tu viendras avec moi dans cette aventure. Et aujourd'hui, il est avec moi dans cette aventure. Et dans ce projet, le fait qu'il me dise qu'il était fier de moi et
qu'il soit là au gros. Enfin, tu sais, quand j'ai fait l'avant-première au Grand Rex avec ma mère et que tout. C'est une concrétisation aussi. Et J'aimerais qu'on regarde ce qui s'est passé le 21 mai, quand vous êtes arrivé au sommet de l'Everest. Ce moment magnifique. Magnifique. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et c'est là où tu te rends compte, quand tu arrives là-haut, que c'est la force de toutes les personnes qui t'ont aidé. C'est comme ça que tu es arrivé là-haut. C'est avec les autres. C'est en t'intéressant à de nouvelles personnes. C'est en embarquant ton équipage. Tu vois, le fil, il embarque son équipage quand il vit des aventures. Et c'est ça qui est beau. Et c'est la force de tous les héros des shonen, c'est leur capacité à se faire des amis. Voilà, et pour moi, une aventure, ça se vit à plusieurs. Et toutes les plus grandes aventures se font à plusieurs. Ça n'existe pas de se faire tout seul. Dès le début du documentaire, tu parles des premières crises. Bon, cet alpiniste, il s'appelle Pascal Tourner. Il a gravi l'Everest en 1990 et il s'est confié à l'équipe après avoir vu le documentaire, parce que tu l'as invité. Bien sûr, j'ai invité. Quand j'ai annoncé le documentaire, j'ai reçu beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes, mais encore une fois, je remercie toujours les critiques. Moi, elles me permettent d'apprendre, d'évoluer, de me remettre en question, d'essayer de comprendre aussi d'autres avis. Et c'est pour ça, c'est dans l'objectif de devenir meilleur, d'essayer de traiter aussi de tous les sujets dans le documentaire, sur la surpopulation, sur ce qui se passe au camp 4, on a essayé de montrer la vérité, le vrai Everest, sans forcément dire voilà, c'est un truc de fou de faire le sommet. Non, ce qu'il faut retenir, c'est l'aventure. Il a écrit aujourd'hui, gravir l'Everest avec de l'oxygène, c'est comme faire le Tour de France avec un vélo électrique. Déjà, il faut le faire. Déjà, c'est bien de faire le Tour de France en vélo électrique. Tu vois, c'est déjà rien que ça, c'est pas tout le monde qui irait le faire. Je pense qu'il faut pas se comparer aux autres. Faut pas se comparer aux autres, faut pas chercher à « Ok, lui, il a fait mieux que moi. Ok, lui, il l'a fait avec oxygène. Bon, moi, je vais le faire sans. Ok, lui, il fait des meilleurs dessins. Alors moi, je vais essayer de faire un... » Non, faut juste essayer d'être meilleur qu'hier, encore une fois, petit à petit, d'essayer d'évoluer jour après jour. Et on se compare pas aux autres, quoi. Il y a aussi des personnes qui te reprochent d'avoir invisibilisé les Sherpas et leur travail. Et il y a une photo qui a beaucoup circulé sur les réseaux, c'est tiré de ton documentaire, c'est cette photo-là, où on te voit avec derrière toi des Sherpas portant les sacs. Et c'est dans le documentaire aussi que, en tout cas, moi, personnellement, je me suis super bien entendu avec mon équipe de Sherpas, Sona, Milanoru, Doji, Manish. Sans eux, rien n'aurait été possible. Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans le documentaire, tu vois. Et il y a Passang et tous les autres qui nous ont aidés à porter les sacs pour aller jusqu'au camp de base. Ils étaient là avec nous, on les a remerciés, on les a accompagnés aussi sur le sommet. Et dans le documentaire, j'ai dit, les gars, si on peut faire tout ça, c'est grâce à eux. Alors dans les commentaires, dites-leur merci, parce que jamais on n'aurait pu aller au sommet. Et ils sont avec toi à Paris, là? Et ils sont avec nous à Paris, ouais. Là, ils sont avec moi à Paris. Tu sais, je les ai emmenés au restaurant. Là, je vais les emmener faire des attractions. Tu vois, on vit des moments aussi en dehors de cette aventure, parce que sans eux, jamais j'aurais pu faire cette aventure. Et c'est pour ça que j'ai remercié. Comment tu prends le fait qu'il y ait autant de critiques? Comment est-ce que tu les lis ou est-ce que tu arrives à rester... C'est bien qu'il y ait de la critique. C'est dans la critique que ça te permet de te remettre en question, ça te permet d'évoluer, ça te permet aussi de te rendre compte que des fois, tu as envie de transmettre des messages, mais des fois, tu es maladroit dans ta façon de faire, sans forcément le vouloir. Tu vois, moi, j'ai 22 ans, j'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai encore une marge d'évolution qui est grande quand même. Alors, je me dis, je prends les critiques. Sur ce projet, il y en a eu. J'essaierai demain de faire mieux. J'essaierai demain de faire différent pour pouvoir essayer de transmettre plus correctement mes messages, essayer de faire attention à mes propos pour pouvoir ajuster les messages et qu'ils soient mieux entendus. Mais il y en a qui t'ont fait réfléchir plus que d'autres? Il y a tout le temps des messages qui font réfléchir plus que d'autres. Il faut tous les prendre en compte. Il y en a, des fois, c'est de la méchanceté gratuite. Mais j'ai envie de te dire, moi, j'ai pas d'ennemis. Tu vois, s'il y a des gens qui veulent ne pas m'aimer, c'est pas grave, on peut pas être aimé par tout le monde. Et s'ils veulent mettre sur Twitter des commentaires et pouvoir avoir beaucoup de messages, de personnes d'accord ou non, c'est bien, ça crée des débats, ça met en valeur des sujets, des problématiques. Alors moi, je pense que c'est intéressant. Vaut mieux répondre, vaut mieux utiliser la parole et les débats pour avancer que la violence. Maintenant, des fois, il y a des arguments, il y a des argumentations, il y a des propos qui sont violents.
ça, c'est à exclure. La violence, ça résout rien. La parole, par contre, et les arguments développés, ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que la critique, c'est ultra important. Et moi, si j'en suis là, c'est parce que des fois, j'ai écouté les critiques, mais malheureusement, on peut pas être parfait. Je peux pas tout faire parfaitement. J'ai que 22 ans. Moi, mon but, c'est d'être meilleur qu'hier. Demain, je serai meilleur encore. Et on continuera de faire des maladresses, des fois, d'être maladroit sans forcément le vouloir. Parce qu'honnêtement, la seule chose que je veux faire, moi, c'est transmettre le bon message aux jeunes. Si tu devais prendre en compte quelques critiques et qu'il y avait quelque chose à refaire dans le doc, qu'est-ce que tu aurais changé? C'est dur de se dire, maintenant, qu'est-ce que j'aurais changé? Je dirais qu'il faut prendre du recul encore sur les semaines à venir, et peut-être que le Inès, dans un an, il se remettra en question et il comprendra vraiment, au fond de lui, qu'est-ce qui aurait à changer. Maintenant, si je te dirais qu'est-ce qui aurait à changer, ça serait pas assez honnête et réfléchi. Et si je te le dis dans un an, peut-être qu'on se retrouvera sur mon prochain projet et qu'on en parlera et que tu me diras, bon alors, l'Everest, t'en penses quoi maintenant? Peut-être que j'aurais une autre façon d'en parler, peut-être que j'aurais réfléchi différemment. Il y a un moment où tu t'adresses à ton fils que t'as pas encore. Mais ça pourrait être une fille aussi. Ça pourrait totalement être une fille. Et quand je me dis, ouais voilà, fiston, on s'en fout, vis tes rêves, que tu sois, comment dire, alpiniste, ou que tu sois écrivain, ou que tu sois dessinateur, il n'y a pas de grand ou de petit rêve. Fais ce qui te plaît, et fais ce que tu as envie quand tu te lèves le matin, et vis ta vie. Et quand j'ai dit ça en mode de fils, je me reconnaissais, en fait, le Inès d'il y a 11 ans, qui était sur son ordinateur à jouer à Minecraft. En fait, je me parlais à moi-même, à l'ancien moi, et donc je me suis automatiquement dit fils, mais moi je veux parler à tout le monde, aux filles, aux garçons, aux mamans, aux papas, aux personnes âgées. Tout le monde a le droit de rêver. Il pose plein de questions ce documentaire, parce que ça pose aussi la question de où en est aujourd'hui le youtubeur en France, le YouTube game. Il y a une surenchère à des projets de plus en plus faramineux, importants, impressionnants. Jusqu'où ça va aller, en fait? Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous met dans une pression qui est pas normale? Les youtubeurs qui ont envie de faire des projets et de rêver grand et de faire mieux qu'avant, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve ça bien, si tu as envie de te dépasser. La seule chose qu'il faut pas rentrer, c'est dans la comparaison. Lui, il a fait ça, lui, il a pas fait ça. Le but, c'est juste d'être meilleur que soi-même, pas de se comparer aux autres. Et il y a des youtubeurs que j'adore. Par exemple, tu prends Ego qui fait ses reviews sur, par exemple, l'ascension de Faker sur League of Legends, par exemple. C'est des vidéos incroyables. Il n'est pas forcément obligé d'aller faire une aventure sur une île déserte ou monter une montagne. En fait, c'est ça qui est bien sur YouTube aussi. On a la liberté de faire ce qu'on veut, la hauteur qu'on veut, à l'échelle qu'on veut. Il y a des youtubeurs, ils prennent leur téléphone, ils vont dans leur salle de muscu, ils font leur petite séance, et c'est ça qui est bon. Et eux, ils aiment faire ça, les gens, ils aiment regarder ça, et il y a de tout sur YouTube. Et toi, t'es accro à quoi? Au défi? Moi, je suis accro à l'aventure. Je suis accro à apprendre des choses, je suis accro à rencontrer des nouvelles personnes. Et ça s'est développé ces 3 dernières années, parce que je me suis dit, bon, on va sortir de notre zone de confort, on va essayer d'aller découvrir. Une vie, on n'en a qu'une, je vais en profiter pour faire un maximum de choses. Peut-être demain, je vais être avec des moines Shaolin à l'autre bout du monde, j'en sais rien. Et c'est ça qui est bon. Et chacun fait comme il veut, encore une fois. Et est-ce que tu as un rapport parasocial avec les gens? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est beaucoup des relations à sens unique, en fait. Parce qu'en France, il faut le rappeler, c'est compliqué pour toi de te faire des amis. J'imagine tout le monde te connaît. Quand tu rencontres ton public, bah, tu restes toi à ta place de créateur de contenu et eux le public. Donc c'est toujours des relations un peu compliquées. Et cette aventure m'a permis d'évoluer sur ça. Ouais. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de plus en plus de m'intéresser aux autres métiers, aux autres façons de faire, aux autres histoires. Il y a des gens qui ont des histoires, qui n'ont pas forcément eu la chance que moi j'ai eue dans ma vie. Et c'est important de s'intéresser à ces gens-là. Et j'essaie de le faire de plus en plus, parce que voilà, dans le monde dans lequel on vit, tu vois, moi ce que j'ai vécu, c'est pas ce que tout le monde vit. Et c'est vrai que des fois, tu vois, quand je fais des beaux messages et que j'essaie de transmettre ce que je pense du dépassement de soi, de se lancer des projets, de se mettre en mouvement petit à petit, à son échelle, bah, c'est pas facile pour tout le monde, parce que, tu vois, moi je dis, on échoue, mais on apprend. Et il y a des gens, des fois, ils échouent, mais c'est même pas de leur faute. En fait, il y a tellement d'aléatoires aussi. Et tu peux te charbonner pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu fais tout, tu donnes tout, et ça marche pas. Tu vois, moi, au début, quand j'avais 11 ans, ça a marché qu'à 16 ans, à 14, 15 ans. Et
Et ça marchait pas, et un jour, ça a marché. Mais tu vois, des fois, c'est pas ta faute si t'échoues. Et c'est compliqué, et c'est pas facile tout le temps. Et j'essaye aussi de prendre du recul sur tout ça, et de pas rentrer dans la moralisation de faut faire comme ça, faut faire comme ci. Est-ce que toi, ta quête, au final, c'est pas d'avoir des vrais amis? On a l'impression que c'est ce qui te manque le plus. Quand je vois, à la fin du documentaire, où tu pars un peu tout seul, et tu te retrouves dans une autre aventure, Ouais. je dis, mais en fait, le gars, il lui faut juste un canapé avec des potes qui arrivent comme dans le générique des Simpsons, tu vois. C'est trop bon. C'est trop bon. Bah, c'est ça. C'est ça, on a l'impression que c'est ça ta quête. C'est ça, c'est avoir mon équipage. Et mes abonnés, ils font partie de mon équipage, tu vois. Même si je les vois pas tous les jours. Mais personne peut avoir 26 millions d'amis. On peut pas avoir 26 millions d'amis, mais on peut se donner de la force mutuellement. On peut être 26 millions à s'unir et se donner de la force. Tu vois, mes abonnés, ils croient en moi, ils me donnent de la force, ils m'encouragent. Et moi, j'essaie à travers mes vidéos de leur rendre comme je peux. J'essaye. C'est mutuel. Et pour moi, ils font partie de mon T'as équipe. combien de vrais amis? De vrais amis? Ouais. Ah, je dois en avoir quand même une quinzaine. Ouais. Bonne Si quinzaine. demain t'es en panne sur l'autoroute, ils me font un cric. Ouais, il y en a une bonne quinzaine. C'est bon, il y en a. Il y en a. Non, il y en a. Bon. Il y en a parce que j'ai essayé de faire cet effort et de m'améliorer et de devenir meilleur et de m'intéresser aux autres et d'être moins tout tourne autour de moi. Tu le dis à un moment, j'étais un enfant gâté. Ouais. Je le dis parce que c'est la vérité. Tu sais, des fois, quand t'es dans ta bulle tout le temps, tu te ressens tout le temps sur toi-même, tu fermes les yeux sur tout le reste. Et c'est pas comme ça qu'on devient meilleur, c'est pas comme ça qu'on évolue. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on apprend des autres. On apprend des autres et c'est les autres qui te font évoluer parce que c'est les autres qui t'apportent les connaissances et toutes les valeurs que tu n'as pas ou que tu connais pas encore, en fait. Il y a un truc qui est très important chez toi dans tout ce que tu dis, c'est que tu es suivi aussi par des gens très jeunes et tu fais rien avec cynisme. Il n'y a pas de cynisme. Il n'y a pas de cynisme, non. Il n'y a pas de pessimisme. Pour moi, il y a assez de négatifs comme ça. Tu vois, il y a beaucoup de choses aujourd'hui c'est pas tout beau, tout rose, la vie. Et sur YouTube, voilà, je poste une vidéo je poste peut-être 6 vidéos par an. Je poste peut-être des stories. Mon but, c'est juste d'envoyer de l'optimisme, quoi, du positif. J'ai pas envie de rajouter une couche de négatif. J'ai pas envie de... Non. Juste mettons-nous en mouvement. Essayons. Des fois, ça marchera pas. À notre échelle. Et tu vois, rien que quand je reçois des messages de famille ou d'abonnés après la sortie du doc qui me font des mails carrément, qui me disent « Inox, grâce à toi, j'ai pris mon téléphone, je l'ai coupé, je suis allé courir, j'ai kiffé. Je vais faire le GR20 l'année prochaine avec ma famille. » Tous ces petits trucs qui te disent « Ok, t'as envoyé peut-être une graine dans la tête de quelqu'un, peut-être que t'as changé sa vie, peut-être que non, mais au moins t'as essayé. » Et toute cette force que les gens m'ont donnée, c'est un pouvoir qu'il faut utiliser à bon escient. Et pour moi, ce pouvoir, c'est d'envoyer de l'optimisme et des bonnes ondes. Comme le chapeau qui est à côté, qui est Comme le chapeau qui est à côté. De One Piece. Voilà. One Piece, c'est toujours premier degré. Toujours. Et il y a le chapeau, il y a le message de ma mère dedans. Est-ce que tu peux nous le lire avant de terminer l'émission? Ah, je peux te le lire. Je peux te le lire. C'est quand moi, je savais pas que pendant toute l'aventure, j'avais ce chapeau. Je savais pas que ma mère avait écrit. C'est-à-dire que tu as monté l'Everest avec le chapeau, mais tu savais pas qu'il y avait le mot de ta mère. Je savais pas. C'est ça qui est fou. Tu es un homme inspirant, je t'ai offert la vie et tu t'es donné à la vie avec ta première inspiration. Vis pleinement ce que tu as à accomplir. Ta maman qui t'aime. T'as un message à adresser à ta maman si elle nous regarde? Bah, je l'aime. Je l'aime fort. Et tu sais, je lui dis pas. Je lui dis pas assez. Et cette aventure m'a aussi permis de me livrer un peu plus. Je dis pas assez parce que je pense qu'il y a plein de jeunes qui sont comme moi. Je sais pas. J'arrive pas. C'est plus facile de le dire sur YouTube devant 26 millions d'abonnés qu'à la maison. Bah, je lui ai dit quand même. Je lui ai dit à cette soirée-là, le vendredi 13, je lui ai dit « Maman, je t'aime, merci ». Parce que c'était la première personne à croire en moi. La toute première. Qui, quand j'étais dans ma chambre, elle me disait... je lui disais « Ouais, je peux emprunter ton ordinateur pour utiliser Minecraft ?» Et elle me le donnait. À chaque fois. Et quand je me faisais engueuler par mon père et qu'il me le confisquait, elle me le donnait en secret. Et c'était la première à croire en moi. Et moi, je me rappellerai toute ma vie, j'étais allé à la Paris Games Week. J'avais 13 ans.
Et je voyais les plus gros youtubeurs sur scène, vivre leurs rêves. Et je suis rentré, d'après je me suis déprimé, j'ai jeté mon sac à dos. Ma mère me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je pourrais jamais vivre mes rêves, c'est mort. C'est relou. J'étais un peu, je sais pas, j'étais négatif, tu vois, pessimiste. Hein. Et elle m'a dit, mais non, continue. Alors qu'elle connaissait rien, elle savait pas c'était quoi une vidéo YouTube, tu vois. Elle savait pas, elle ne connaissait rien, elle m'a dit, continue, fais ce qui te plaît. Et 1 an après, 2 ans après, je vais à la Paris Games Week et j'avais gagné un trophée sur scène et c'était le début. J'ai eu mes 300 000 premiers abonnés. Et là, je me suis rappelé de ce moment-là. C'était marquant pour moi. Parce que c'était la première qui m'a soutenu dans cette aventure. C'est quoi la suite? La suite, c'est, comme j'ai dit à la fin du doc, pas essayer de faire plus grand, pas essayer de faire plus impressionnant, essayer de faire différent, essayer toujours de découvrir des nouvelles choses, de découvrir aussi des nouvelles personnes, parce qu'ils vont m'apprendre des connaissances que j'ai pas, ils vont m'aider à me rendre meilleur, hein, à être encore meilleur, parce que je pense que le but de la vie aussi, c'est de travailler sur soi, d'essayer d'être meilleur avec ceux qui t'entourent, d'essayer d'être une bonne personne, d'essayer d'envoyer des bonnes ondes, parce qu'on n'a qu'une vie, alors propageons du positif autour de nous, et c'est ça. Donc tu vas refaire des vidéos? Je vais refaire des vidéos, mais beaucoup moins, à un rythme où je peux vraiment prendre mon temps, petit à petit, petit pas par petit pas, pour transmettre les bons messages. Ton temps d'écran, il a diminué? Mon temps d'écran, il a diminué. Ouais. Il a diminué à 2h30. Avant, c'était 7h30. C'est bien. C'est bien, tu vois. Et petit à petit, il faut pas arrêter le téléphone, tu vois. Moi, je suis là grâce au téléphone. Je suis là grâce à Internet. Internet, c'est un outil formidable. C'est fou, c'est passionnant. Mais quand tu regardes, plus on avance, plus ça commence à devenir une addiction, un organe carrément. On l'a sur nous, on le sort toutes les 5 secondes, on regarde le message, après on le remet. Et en fait, c'est tout ça. Et moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Léo Duff, je sais pas si tu regardes, ouais, qui parlent de ce sujet, qui est super intéressant. Comme quoi, c'est une dopamine constante, qu'on n'aime pas l'ennui, donc on s'attache à notre téléphone. Et des fois, il faudrait s'en détacher à petite dose. Continuer de l'utiliser, il y a plein de trucs à faire, mais à petite dose. Et essayer de se mettre en mouvement. Tu vois, moi, je ne l'ai pas eu pendant l'Everest, là. J'ai appris à jouer aux échecs, j'ai lu tous les tomes de Berserk, j'ai lu tous les tomes de Coq de combat. Tu m'as donné envie de relire Berserk, c'est quand même c'est magnifique. C'est le meilleur. Tu vois, le développement du personnage, et c'est ça que j'aime bien avec les mangas, c'est Guts. C'est un mec qui a la haine. C'est un mec qui a vécu toutes les pires atrocités qui existent sur cette planète. Et quand tu regardes le dernier tome, c'est ça qui est beau. Ouais. Il cherche pas à être meilleur que les autres, il cherche à juste être meilleur que celui d'hier. Et au final, tu vois l'évolution, tu te dis, il a acquis une certaine sagesse qu'il n'avait pas au début. Et tu vois, c'était le plus gros des pessimistes. Détester tout le monde. C'était un hater, tu vois. Et à la fin, c'est devenu une bonne personne qui a compris qu'il faut s'entourer pour devenir meilleur. Il est devenu meilleur parce qu'il s'est entouré de personnes. Et moi, c'est pareil. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent et il y a des gens qui vont pas bien dans leur vie. Et peut-être qu'un jour, ils auront ce déclic, ils rencontreront une bonne personne. J'en suis convaincu. Faut être optimiste. Faut pas se dire que ça ne peut pas nous arriver. Ça en tout cas, on leur souhaite. Même si on leur souhaite. Moi, je leur souhaite. On leur souhaite d'aller bien. Moi, je leur souhaite d'aller bien. Tous ceux qui me critiquent. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bien parce qu'ils critiquent aussi. Hein. Ouais. Mais on leur souhaite d'aller bien. Moi, je leur souhaite. Je n'ai pas d'ennemis. Je suis mon propre ennemi. Je suis pareil que toi. On est au top.